l'instar de plusieurs institutions internationales, la Banque mondiale mène des actions déterminantes en faveur de l'émergence de l'Afrique. Sylvie Dossou, sa représentante en République du Congo, appuie ainsi plusieurs projets destinés à accélérer le développement de ce pays à revenus intermédiaires. Ensemble, nous allons parler d'un événement qui s'est déroulé ici au Congo, qui s'appelle Build Africa. Tout d'abord, qu'est-ce que vous avez pensé de cet événement ? Écoutez, je crois que ça a été un événement extrêmement riche en termes d'échanges. Je crois que ça a permis de mettre en rapport aussi bien les entrepreneurs, les politiques, et de parler aussi des vrais problèmes de l'Afrique. En l'occurrence, c'était focalisé sur la question des infrastructures en Afrique, qui me paraît une question essentielle, aussi bien pour la croissance du continent et pour son développement en général. Donc ça a été vraiment un événement au cours duquel il y a eu beaucoup de discussions très intéressantes, mais aussi de façon très concrète, des accords qui ont été passés entre des entrepreneurs, avec le gouvernement, et je crois qu'on en a en tout cas tous bien profité. Quel état des lieux est-ce que vous dressez à ce poste crucial que vous occupez? Quel état des lieux des infrastructures vous dressez, que ce soit pour le Congo ou pour l'Afrique? Écoutez, je crois que durant ces dernières années, l'Afrique a connu un développement assez significatif si on considère notamment les taux de croissance économique qui ont été enregistrés au sein de la région, qui sont à peu près de 5% durant les 5 ou 6 dernières années. Donc c'est une bonne chose, mais je crois que l'un des obstacles majeurs que nous rencontrons au sein du continent, c'est bien entendu la question des infrastructures. Et je citerai 2 types d'infrastructures qui me paraissent vraiment absolument essentielles si on veut booster la croissance du continent. Il s'agit bien entendu des routes et de l'énergie. Alors au Congo par exemple, où je suis, nous savons que seul 10% du réseau routier est asphalté. Ça veut dire que c'est des problèmes pour qu'il y ait une diversification de l'économie hors du pétrole. C'est un obstacle par exemple pour les agriculteurs pour transporter leurs marchandises. C'est un obstacle pour les mamans pour aller accoucher, etc. Donc les infrastructures, c'est non seulement une source de croissance économique en soi, mais c'est aussi une question de développement qui me semble absolument cruciale pour le continent. Je dois dire que toujours en revenant au Congo, par exemple, la question de l'électricité, si vous interrogez les entreprises, et on a fait d'ailleurs un sondage sur cela, plus de 80% des entreprises considèrent que le fait de ne pas avoir accès à l'électricité de façon régulière est un facteur vraiment bloquant pour leurs activités et une source de manque de compétitivité pour ces entreprises. Donc les routes, l'accès à l'énergie, il me semble que ça devrait être vraiment la priorité de nos gouvernements et particulièrement dans ce contexte congolais. Vous êtes également au cœur de différents projets. Donc quelle est la contribution de la Banque mondiale dans ce secteur bien précis et notamment ces 2 aspects-là des infrastructures? Nous avons un projet qui est d'ailleurs en cours de définition, qui va essayer d'adresser tout ce qui est infrastructure de base, notamment dans les quartiers périphériques de Brazzaville et de Pointe-Noire, où on sait que lorsqu'il y a par exemple des inondations, les maisons sont submergées d'eau, ou encore il n'y a pas d'accès à l'électricité. Nous travaillons avec la Société nationale d'électricité du Congo pour améliorer ses performances, améliorer la qualité de ses prestations. Je dois dire qu'ici au Congo, seulement 38% de la population a accès à l'électricité courante. C'est donc un véritable problème, c'est un véritable souci. Je pense que les autorités en sont conscientes puisque durant la dernière décennie, la production électrique du Congo, d'électricité, est passée de 120 MW à 600 MW. Ça veut dire que vraiment en termes de production, le Congo est aujourd'hui autosuffisant. Les défis qui restent à adresser sont le transport de cette électricité et sa distribution, afin qu'elle arrive dans les entreprises et dans les maisons, afin que la Société nationale d'électricité soit beaucoup plus performante, afin qu'on perde moins en termes de pertes techniques, de vraiment maîtriser tous ces aspects commerciaux de gestion pour améliorer la performance de la Société nationale d'électricité, nous paraît
importante. Malgré les efforts que le gouvernement a fait, l'électricité n'est toujours pas dans les foyers et dans les entreprises et il me semble que c'est un facteur très handicapant. Et à votre avis, vous êtes en contact avec ces autorités, s'il y a une véritable prise de conscience aujourd'hui, en 2014, quand on fait un événement comme Build Africa, j'imagine qu'il y a une prise de conscience quelque part, en tout cas il y a une volonté qui est très affirmée, mais est-ce que réellement vous sentez une prise de conscience et l'envie de changer cela ? Je dirais absolument oui. Parce qu'aujourd'hui, la façon dont la Banque mondiale travaille avec le Congo, en fait, c'est le Congo qui finance la plupart des projets que nous mettons en œuvre. Parce que le Congo n'est pas un pays pauvre, c'est un pays à revenus intermédiaires. Donc je dirais qu'il y a une véritable volonté politique de surmonter ces défis. Mais vous savez, ce ne sont pas des défis faciles, ce n'est pas quelque chose qui va arriver du jour au lendemain. Et là encore, il y a un besoin d'expliquer aux populations les efforts qui sont faits de part et d'autre. Il me semble qu'il faut encore accélérer ces efforts parce qu'il y a une véritable demande sociale, il y a une véritable impatience de la population quand il pleut à Brazzaville et quand on a des maisons qui sont inondées ou lorsque les gens rentrent chez eux qui n'ont pas d'électricité, ils ne peuvent pas faire leur ravitaillement, les enfants ne peuvent pas étudier le soir, il y a une réelle frustration et je pense que les autorités en sont conscientes et elles y travaillent, mais il faut encore accélérer ce mouvement et vraiment faire en sorte que des résultats probants et réels et concrets puissent être délivrés rapidement. Et à l'échelle africaine, donc là on parlait du cas du Congo, mais si on devait prendre un petit peu de hauteur et voir ce qu'il en est à l'échelle africaine, est-ce que le Congo est plutôt parmi les pays à plaindre ou est-ce qu'on est en bonne voie ? Écoutez, je sais tout simplement que la question de l'énergie est quand même un handicap pour beaucoup de pays africains. Nous avons fait par exemple une étude qui a révélé qu'en Afrique du Sud, en Ouganda et au Malawi, les coupures d'électricité représentent une perte de 5% du PIB par an. Donc c'est un défi qui concerne l'ensemble du continent, je dirais, et je pense que nos leaders aujourd'hui en sont conscients et sont en train de l'adresser. On a fait cet événement sur les infrastructures, et c'est les infrastructures en général. Mais sur les secteurs bien précis de la santé, vous disiez sans route, impossible d'aller à l'hôpital par exemple, sans électricité, difficile pour les enfants d'étudier. Comment imbriquer un petit peu tous ces domaines ensemble pour permettre une véritable émergence? Écoutez, je vous parlais par exemple du taux de croissance de l'Afrique qui a été très positif ces dernières années, plus de 5% par an. Mais en même temps, je crois que cette croissance, pour moi, c'est tout simplement un outil, un moyen. Tant que cette croissance ne va pas permettre de transformer les conditions de vie des Africains, elle ne signifiera pas grand-chose. Et cela passe par, bien entendu, avoir accès à des infrastructures de base qui me paraissent absolument essentielles, notamment en ce qui concerne la santé, en ce qui concerne l'éducation et en ce qui concerne les services sociaux. Tout cela va permettre vraiment d'améliorer les conditions de vie des populations. Vous savez qu'aujourd'hui, on est en train de prévoir qu'en 2015, plus de 60% des Africains auront moins de 25 ans. Absolument. Ça veut dire qu'on aura une population très jeune. Et pour pouvoir profiter de cette transition démographique, il est important que cette population jeune soit bien formée, qu'elle ait accès à une éducation de qualité, une éducation qui est non seulement adaptée au monde moderne, mais aussi au marché du travail, aux demandes du marché du travail. Et ça me paraît vraiment un challenge important. Les infrastructures, c'est bien beau, mais il faut investir dans le capital humain. Et pour investir dans le capital humain, cela veut dire qu'il faut mettre de l'argent, il faut mettre une bonne partie du budget de nos gouvernements dans des secteurs sociaux, que ce soit l'éducation, la santé ou tout simplement les filets, les transferts sociaux qui sont faits directement aux populations les plus pauvres et qui ont démontré leur efficacité dans plusieurs pays. Ça me semble vraiment devoir être la priorité de nos gouvernements. Alors si vous pouviez nous dresser un petit peu un état des projets, peut-être les plus importants, que vous menez aujourd'hui au Congo. Écoutez, nous sommes en train de développer un projet dans le domaine de la santé. Le Congo, aujourd'hui, malgré que c'est un pays à revenus intermédiaires,
a encore des indicateurs de mortalité qui sont trop élevés. Il y a encore trop de femmes qui meurent en essayant de donner la vie. Le taux de mortalité maternelle est de 426 pour 100 000 naissances. Les enfants de moins de 5 ans continuent à mourir du paludisme, etc., malgré des mesures qui ont été prises, telles que la gratuité des soins pour le paludisme, etc. Donc il y a là vraiment beaucoup d'efforts à faire pour améliorer non seulement l'accès au système de santé, mais aussi la qualité des soins. Et nous travaillons donc avec le gouvernement. Nous avons un projet donc de santé qui vise à c'est ce qu'on appelle en fait la performance, le financement basé sur la performance. C'est-à-dire que par exemple, nous allons faire des contrats avec les centres de santé de telle sorte que nous les payons en fonction des résultats obtenus et de leur performance. Ça permet de motiver le personnel de santé, de leur donner un peu plus d'autonomie et d'améliorer in fine la qualité des soins. Nous avons aussi un projet sur la formation professionnelle des jeunes qui me paraît aujourd'hui très importante ici au Congo, puisque la principale plainte des entrepreneurs, c'est de ne pas trouver la main-d'œuvre. Voilà, on n'a pas de main-d'œuvre qualifiée au Congo parce que tout simplement il y a un décalage entre les formations qui sont offertes et les besoins du marché du travail. Donc nous travaillons avec le gouvernement pour qu'il y ait une meilleure adéquation. Nous avons encore des projets dans le domaine de l'agriculture. Vous savez que le Congo est un pays quand même qui de ce point a tellement d'avantages. Absolument. Nous avons 10 millions de terres arables, entre 10 et 12 millions de terres arables, mais seulement 10% sont exploitées, ce qui est très faible. Et donc, si on veut vraiment, et je crois que c'est important, diversifier l'économie congolaise hors du pétrole, c'est comme cela que nous arriverons à créer des emplois et vraiment à lutter contre la pauvreté. Parce que je faisais référence au taux de croissance du Congo qui était important, je dis une moyenne de 5% au cours des 5 dernières années, mais la pauvreté n'a pas beaucoup reculé durant la même période. Nous avons toujours plus de 46% des Congolais qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. Le taux de chômage n'a pas reculé. Donc ça, ce sont vraiment des défis majeurs. Pour que cette croissance ait du sens pour les Congolais, on doit adresser ces défis-là. La question d'un emploi et de l'emploi, pardon, et d'une croissance beaucoup plus inclusive, c'est-à-dire les fruits de la croissance puissent être partagés entre tous les Congolais à travers notamment l'accès à l'emploi, la diversification de l'économie, la promotion de l'entrepreneuriat. Ça me semble absolument fondamental, puisqu'aujourd'hui nous savons que la seule façon de créer les emplois, c'est vraiment de développer l'entrepreneuriat privé. Absolument, et à ce niveau-là, j'ai l'impression qu'il y a toute une émulation qui s'est créée depuis les derniers mois, peut-être les dernières années. Vous en êtes témoin, parce que vous êtes, je pense que votre institution est sollicitée à différentes occasions. Est-ce que c'est encourageant? Écoutez, je pense qu'on peut mieux faire dans ce domaine. Il y a beaucoup de... le Congo, et on parlait d'infrastructure, il y a vraiment un boom dans ce domaine. Le gouvernement, le budget d'investissement du Congo est absolument important. Il est de plus de 4 milliards de dollars. Ça veut dire que l'essentiel de ce budget va aller dans les infrastructures. Donc le gouvernement, et à juste titre, met l'accent sur le développement des infrastructures. Il est cependant important, à mon avis, de faire en sorte que les Congolais eux-mêmes puissent profiter de ce boom dans le secteur des infrastructures, que les entreprises congolaises puissent avoir accès à ces marchés-là. Or, aujourd'hui, nous constatons que c'est essentiellement des entreprises étrangères. Il est important de faire en sorte que même si ce sont les entreprises étrangères qui bénéficient de ces marchés, qu'il y ait un système de sous-traitance ou qu'il y ait une obligation d'embaucher des Congolais et de renforcer surtout les capacités et qu'il y ait quelque part un transfert de technologie. Et je pense que le gouvernement en est conscient. Et en tout cas dans les contrats qui vont être signés avec les entreprises étrangères pour ces gros travaux, j'espère vraiment qu'un accent sera mis pour promouvoir les PME congolaises et l'emploi des Congolais eux-mêmes.
Mais de manière générale, vous parliez de la diversification des ressources et vous avez mis l'accent sur l'agriculture. En dehors de l'agriculture, quels sont les domaines, à votre avis, que le Congo pourrait étudier pour diversifier ses ressources et ne pas tout concentrer sur le pétrole? Il y a tellement de domaines, de secteurs dans lesquels le Congo pourrait se diversifier. Bien entendu l'agriculture, mais aussi la forêt. Je dirais aussi les mines, puisque aujourd'hui il y a une certitude que le Congo regorge de mines, que ce soit de zinc, cobalt, etc. Et il y a beaucoup d'intérêt pour ces mines. Et pour nous, le Congo est nouveau dans ce genre de secteur. Même si en face ils ont beaucoup plus d'expérience. C'est un secteur où nous pensons qu'il est absolument important de renforcer les capacités du gouvernement, la capacité de négocier avec les grandes entreprises minières pour s'assurer que les contrats qui seront signés sont des contrats équilibrés, qui ne lèsent pas les intérêts des Congolais. Donc nous travaillons non seulement à la révision du code minier, et nous travaillons aussi au renforcement des capacités du ministère des Mines pour vraiment qu'il soit mieux armé dans ces négociations. Un autre domaine qui me paraît important, c'est bien entendu les télécommunications, l'accès à Internet, etc. Et nous avons aussi un projet de développement de fibre optique que nous sommes en train de mettre en œuvre et qui devrait permettre de faciliter l'accès à Internet et de réduire les coûts. À l'instant, vous venez d'aborder l'exemple de la RDC. Quand vous parliez d'en face, c'était évidemment la République démocratique du Congo, qui a énormément d'expérience dans le secteur des mines. Qu'est-ce que vous pensez, vous, de l'intégration régionale, c'est-à-dire le développement par la solidarité des pays africains? On a beaucoup parlé, par exemple, de l'intégration régionale durant ce forum Build africain en termes d'infrastructures. Et certains entrepreneurs ont mis l'accent sur le fait que malheureusement, certains pays ont encore un problème à ouvrir leurs frontières entre Africains, ce qui n'est pas le cas avec, par exemple, les pays étrangers. Quel est votre avis sur cette question? Écoutez, moi je suis d'Afrique de l'Ouest et en Afrique de l'Ouest, avec sa carte d'identité, on peut voyager partout. On n'a pas besoin de visa. Et j'avoue qu'ici en Afrique centrale, j'ai été choquée de voir que pour aller dans certains pays, il faut encore un visa. L'intégration régionale me paraît extrêmement importante parce que nous avons produit un rapport à la Banque mondiale qui démontre que toutes ces barrières tarifaires et douanières pèsent énormément sur les plus pauvres, sur les femmes, réduisent nos possibilités d'échange au sein de la région et donc de possibilités de création d'emplois et de richesses. Il est absolument fondamental de pouvoir réaliser cette intégration régionale. Je veux juste vous donner un exemple. Ici au Congo, nous sommes une population d'environ 4 millions d'habitants. En face, rien que Kinshasa, ils sont environ plus de 10 millions d'habitants. Il faut que nous puissions encourager le commerce entre les deux villes sans pour autant qu'il y ait toutes ces barrières qui existent, parce que lorsque des gens veulent investir, ils veulent aussi avoir accès à un marché beaucoup plus grand. Donc l'intégration régionale, ça passe à travers les infrastructures, mais ça passe aussi à travers justement les questions de visa, le fait de pouvoir voyager librement, les personnes et les biens. La libre circulation. Voilà, la libre circulation. Et je crois que dans la région CEMAC, de ce point de vue, il y a encore énormément d'efforts à faire, même si il y a eu des avancées récemment, mais je crois que là, on pourrait peut-être s'inspirer du modèle d'intégration d'Afrique de l'Ouest, qui n'est pas parfait, mais qui est quand même beaucoup plus en avance. Mais ça me semble absolument important de pouvoir réaliser cette intégration régionale, par région d'abord, et bien entendu, notre rêve à tous, c'est qu'un jour l'Afrique puisse être unie à l'exemple de l'Union européenne. Je crois que ça va se faire par étapes. Madame Dossou, sur la question précise de la santé et de l'éducation, j'ai cru comprendre que la Banque mondiale gère un projet, le projet de l'Isungi. Est-ce que vous pouvez m'en parler un petit peu mieux? D'abord, c'est un projet cofinancé avec le gouvernement. C'est ce que je vous disais, qu'aujourd'hui, c'est le gouvernement quand même contribue financièrement de façon significative à la mise en œuvre de ces projets, ce qui traduit quand même une volonté politique d'adresser les questions sur lesquelles nous travaillons. Alors, l'Isungi, c'est un projet que nous menons avec le ministère des Affaires sociales, et je dois dire que la ministre est vraiment engagée, et c'est Madame Raoul. Et c'est un projet qui vise un peu les populations les plus pauvres au Congo et qui vise à leur donner un transfert monétaire
tous les mois, comme une allocation familiale en France pour les familles qui ont des enfants ou des personnes âgées à charge, les familles les plus pauvres. Donc c'est une allocation qui leur est donnée à la condition que ces familles emmènent leurs enfants à l'école et au centre de santé. Donc, et aussi pour les personnes les plus âgées qui sont à leur charge. C'est un projet qui va non seulement, nous pensons, combattre l'extrême pauvreté, mais aussi de briser cette transmission intergénérationnelle de la pauvreté. Vous savez que dans plusieurs pays, et c'est très triste parce que lorsque vous êtes né dans une famille pauvre, vous avez beaucoup de chances de devenir vous-même pauvre parce que vous n'avez pas accès à l'école, il y a beaucoup d'opportunités auxquelles vous n'avez pas accès. Et c'est un projet justement qui va favoriser l'accès des enfants à l'école et au centre de santé. Et c'est un projet sur lequel on a beaucoup d'espoir, en tout cas, qu'il va avoir des résultats probants. Pour le moment, nous le mettons en œuvre comme un pilote et nous espérons pouvoir démontrer par des évidences l'impact de ce projet afin qu'il puisse être monté à l'échelle par la suite. Vous avez déjà un calendrier de prévu par rapport à ça? Écoutez, la mise en œuvre est imminente. Nous devons signer ce projet avec le ministre d'État et des Finances qui aussi nous a beaucoup soutenu pour ce projet parce que c'est une idée, ce genre de projet a fait ses preuves en Amérique latine et particulièrement au Brésil par exemple, mais au Congo c'était la première fois. Juste pour être sûr, lorsque vous parlez de familles en situation d'extrême pauvreté, qu'est-ce que c'est en termes de chiffres? Ce sont des familles qui vivent en dessous du seuil de la pauvreté, que ce soit la pauvreté monétaire, c'est-à-dire $1,25 par jour. Nous avons fait toute une analyse pour pouvoir identifier où sont les pauvres. C'est pas facile de savoir qui sont les pauvres. Nous avons fait intervenir la communauté, etc. Donc avec une démarche extrêmement scientifique, en travaillant bien entendu étroitement avec les fichiers du ministère des Affaires sociales pour savoir où sont les pauvres. Et c'est un projet qui va être donc mené essentiellement dans le Pool, à Brazzaville et à Pointe-Noire. Et combien de familles à peu près sont concernées par ce projet? Nous envisageons pour le moment nous visons 5000 ménages et 1000 personnes âgées. Est-ce qu'il y a un point justement sur lequel vous souhaiteriez revenir ou conclure? Écoutez, moi je voudrais conclure sur les bonnes perspectives économiques pour notre continent. Comme je le disais, si nous mettons de côté l'Afrique du Sud, nous envisageons pour l'année à venir une croissance d'environ 6% pour le continent, ce qui, dans le contexte actuel, est assez encourageant. Mais encore une fois, je voudrais insister sur le fait que la croissance économique ne suffit pas. Pour nous, à la Banque mondiale, notre mission, c'est aujourd'hui, nous avons deux objectifs principaux, c'est de combattre l'extrême pauvreté, mais aussi de faire en sorte que la prospérité de nos pays soit mieux partagée, c'est-à-dire que la croissance soit beaucoup plus inclusive, c'est-à-dire que les Africains puissent, à travers cette croissance économique, avoir vraiment plus d'opportunités, opportunités d'avoir une meilleure vie, d'avoir accès à des revenus, d'avoir accès à une éducation de qualité, d'avoir accès à un système de santé fiable et d'avoir juste des conditions de vie meilleures et d'être heureux. Et je pense que l'Occident a mis 300 ans pour se développer. Le Japon a mis environ 100 ans. La Chine, les pays d'Asie du Sud-Est ont mis une quarantaine d'années. J'ose espérer que nous pouvons faire autant, sinon mieux. En tout cas, j'ai une confiance absolue dans notre continent. Je suis certaine qu'avec le bon leadership et les bonnes stratégies économiques, nous allons y parvenir. Merci beaucoup, Madame Dossou, de nous avoir reçus dans votre bureau ici à Brazzaville. La semaine prochaine, nous ferons le point avec Fatima Beina Moussa, la directrice générale de Equatorial Congo Airlines.